Bienvenue dans Au Label Bulle, le podcast du RMT Cadiferm. Le RMT Cadiferm est un réseau d'experts qui travaillent sur la thématique des boissons fermentées et distillées. Ici, on s'installe autour d'un repas en 5 temps, de la matière première à la distillation, en passant bien évidemment par la fermentation et la qualité. Autour de la table, des experts de la recherche et de l'expérimentation venus de différentes filières, du vin, spiritueux, cidre, bière. Ils croiseront leur savoir, leurs pratiques et surtout leurs interrogations. Du savoir scientifique sans blabla inutile. Juste le goût du concret, des solutions et une bonne dose de curiosité. Pour ne rien manquer, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée. Alors, c'est parti, servez-vous un verre d'idées fraîches et laissez fermenter. Bienvenue, nous voici à la dernière étape de notre podcast, la 5e. On va pour celle-ci être accompagné d'un digestif, puisque la thématique de ce 5e épisode sera la distillation. On a décidé de faire un petit focus sur la distillation et les eaux de vie. Alors pour ce 5e moment, j'ai convié autour de la table Marie-Claude Ségur, responsable qualité R&D et développement durable au sein du Bureau national interprofessionnel de l'Armagnac. Bonjour Marie-Claude. Bonjour. Et Vincent Willem, ingénieur d'études distillation au sein du Bureau national interprofessionnel du Cognac. Bonjour Stéphane. Bienvenue Vincent. Dans cet épisode, nous allons donc aborder la distillation et avant de commencer, j'aimerais vous servir un petit digestif qui va accompagner nos discussions. Marie-Claude, qu'est-ce que je pourrais te servir ? Alors j'hésite, mais je pense que je vais prendre un Armagnac quand même. Je sais pas, peut-être un Baco brut de fût. D'accord, très bien. Et Vincent ? Moi, sans surprise, je vais prendre un cognac, plutôt une qualité vieille, un XO, 10 ans de vieillissement, qui accompagnera bien la fin du repas. Parfait. Eh bien, je vous propose que l'on commence. Pour attaquer, est-ce que vous pourriez d'abord nous remettre un petit peu le contexte et les enjeux en perspective de cette filière eau de vie ? Oui, effectivement, en France, on produit des eaux de vie, des boissons spiritueuses, surtout des AOC. Donc, des eaux de vie à base de vin, comme le cognac, l'Armagnac, des eaux de vie à base de fruits, comme le Calvados ou d'autres, et même du whisky. Et dans tous les cas, on utilise le procédé de distillation. Ce procédé de distillation, c'est un procédé qui est forcément utilisateur d'énergie puisqu'il s'agit avant tout de distiller une boisson alcoolisée, c'est-à-dire en fait de vaporiser, grâce à la distillation, l'éthanol qui est beaucoup plus léger que l'eau, vaporiser les composés volatiles d'intérêt pour obtenir ensuite une boisson qui est beaucoup plus alcoolisée que la matière première de départ. De ce fait, on a des enjeux de qualité et on a également des enjeux d'utilisation de l'énergie et de ce fait, compte tenu de l'actualité, des enjeux environnementaux, particulièrement vis-à-vis du changement climatique. Sur le changement climatique, puisque c'est la thématique globale de nos 5 épisodes, il a effectivement un impact sur la qualité de la matière première. Et sur la distillation plus spécifiquement, est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus ? Alors effectivement, on peut peut-être commencer par décrire nos modes de distillation, parce qu'entre le cognac et l'Armagnac, on a des spécificités en termes de distillation. Donc en prenant une base de vin, on va dire, on a une base de vin similaire, c'est un vin blanc relativement acide. On a 2 méthodes de distillation. Donc pour ma part, pour la distillation du cognac, on va mettre ce vin dans ce qu'on appelle une chaudière, une cucurbite, un alambic. On va porter ce vin à ébullition. Donc on chauffe, classiquement à l'aide de gaz, donc une énergie fossile. On amène ce vin à ébullition et en cognac, on réalise ce qu'on appelle une double chauffe. Donc à partir des vapeurs qui s'échappent dans l'alambic, elles vont être condensées dans le réfrigérant. On obtient un premier produit qu'on appelle le brouillis. Donc c'est un produit intermédiaire qui titre environ 30% volume d'alcool. Et on va passer par une deuxième chauffe qu'on appelle la bonne chauffe à partir de ce brouillis. Donc on va le redistiller. Et à partir de ce brouillis, on va obtenir une eau de vie blanche de cognac qui titre à peu près 70% volume. Donc vraiment, c'est la spécificité du cognac, c'est d'avoir ces deux distillations, sa double distillation. Donc nous, c'est important d'un point de vue qualitatif. Mais le revers de la médaille, c'est que c'est très énergivore, puisqu'on doit successivement chauffer, refroidir 2 fois de suite pour obtenir notre produit final.
Sur l'Armagnac, c'est un petit peu différent. Au niveau de la distillation, le process... Le process est très différent, en fait. C'est lié à l'histoire de l'Armagnac au cours du 19e siècle. On a introduit donc dans la région un processus de distillation grâce à une petite colonne de distillation. Et en fait, dans cette colonne de distillation est constituée d'une superposition de plateaux qui sont un lieu d'échange intime entre le vin qui descend, les vapeurs qui montent poussées par la chaudière. Et au niveau de chaque plateau, vous avez un phénomène de barbotage des vapeurs dans le vin qui permettent donc de volatiliser l'éthanol en haut de la colonne, volatiliser l'éthanol et les composés aromatiques, alors que l'eau préférentiellement part dans les vinasses. Donc en fait, en une étape qui est continue, puisque c'est un procédé multi-étagé continu, en une étape, on obtient une eau de vie de qualité qui a un degré alcoolique compris entre 52 et 72,4 selon le décret de l'appellation. Très bien. Donc on a bien saisi un petit peu les deux différences qui existent au niveau du process même de la distillation. Par contre, vous avez des enjeux qui sont similaires, alors notamment sur la gestion de l'énergie, mais on y reviendra un petit peu plus en détail sur la fin de cet épisode. Avant ça, quelles sont finalement les contraintes auxquelles vous avez affaire en distillation par rapport au changement climatique ? Comment vous adaptez vos process de distillation aux conditions du changement climatique et à la modification des matières premières ? Alors c'est vrai que selon les années, en fait, on peut avoir des problèmes ou des variations différentes. Les années de très forte pluie, on peut avoir des degrés alcooliques plus bas, du coup qui vont nécessiter peut-être un petit peu plus d'énergie à la distillation, ça c'est purement mathématique. Et au contraire, les années très chaudes, on a des degrés alcooliques plus élevés. Donc en fait, on est amené à s'adapter dans ces situations. Quand le degré alcoolique est plus élevé, généralement les acidités sont plus basses et les vins sont un petit peu plus fragiles. Donc voilà, là il faut faire de l'énologie et savoir bien conserver ces vins de distillation, éventuellement distiller plus tôt ou utiliser du froid. Et sinon, je crois qu'en cognac, vous avez légèrement modifié votre cahier des charges pour vous adapter à ces situations. Oui, tout à fait. Alors ça peut être une des solutions, c'est la réponse réglementaire, j'ai envie de dire. Le cahier des charges de l'appellation cognac, il impose de distiller un vin en alambic entre 7% d'alcool et 12% d'alcool. Et avec le réchauffement climatique, en tendance, on s'approche de plus en plus souvent vers ces 12% d'alcool. Et ce qu'on a constaté, c'est qu'en distillant un vin à 12% d'alcool, on obtient mécaniquement, j'ai envie de dire, c'est la conception de l'alambic qui veut ça, en faisant notre double distillation, une eau de vie qui titre au-delà des 72,4% volume en sortie d'alambic. Donc notre distillat, en fait, si on respecte le TAV en entrée, on n'arrive pas à respecter le TAV en sortie. Donc on a fait une expérimentation, bien sûr, sur ce sujet et on a modifié le TAV maximum des eaux de vie pour le porter à 73,7. Bien sûr, on a fait des expérimentations pour s'assurer que d'un point de vue qualitatif, il n'y avait pas de souci. Oui, il n'y a pas d'impact sur le produit fini en termes de qualité ? Non, pas du tout. Justement, c'est aussi le cœur du sujet. Le changement climatique, ça nous impacte. On essaye de faire des efforts, mais on a toujours en tête de garder la qualité du produit. Donc, on s'est assuré qu'effectivement, ces quelques points de TAV modifiaient pas la qualité du produit. D'accord. Donc des réponses techniques d'une part, mais aussi des réponses réglementaires pour s'adapter à ces évolutions. Pour faire un complément sur l'évolution du degré alcoolique des vins de distillation et leur influence sur la méthode de distillation, on peut rajouter qu'en distillation armagnacaise, en fait, le procédé lui-même permet de s'adapter au degré alcoolique des vins de distillation par le réglage de l'alambic. C'est-à-dire que le fonctionnement lui-même de l'alambic armagnacais, c'est de trouver un équilibre entre la chauffe du vin, le débit du vin, pour obtenir un degré alcoolique final choisi, et ceci en fonction du degré alcoolique du vin de départ et de sa température. Donc en fait, même si les degrés alcooliques peuvent augmenter un petit peu, la méthode de distillation permet de s'adapter à cette évolution du degré alcoolique pour obtenir un degré final. Et j'ajouterais que le TAV de coulage final, c'est quand même l'élément essentiel de la qualité de l'eau de vie après celle du vin, et que voilà, quelles que soient les circonstances dans lesquelles on se trouve,
L'objectif qualité, c'est quand même l'objectif numéro 1 de la production d'une eau-de-vie de bouche et particulièrement d'une eau-de-vie d'appellation d'origine contrôlée. Cet effet du TAV sur nos produits en cognac, on le ressent également parce que on a un aspect quand même positif du changement climatique, il faut bien le dire. Le fait d'avoir des vins à TAV un petit peu plus élevés, en soi, on a une présence un peu plus accrue d'alcool dans les vins. Donc en distillant, on va avoir plus de facilité à extraire, à distiller cet alcool, donc moins d'énergie pour distiller des vins à fort TAV. En revanche, la contrepartie qu'on aura en cognac, c'est que, comme je disais tout à l'heure, il faut chauffer d'un côté et refroidir de l'autre. Et ce qu'on gagne du côté chaud, on va dire, on le perd du côté froid, puisque notre eau de refroidissement, on a un condenseur, donc c'est de l'eau froide qui permet de condenser les vapeurs. Et bien, il faut disposer de cette eau froide. Donc finalement, dans le cadre du changement climatique, on a besoin de groupes de froid, de consommer l'électricité pour obtenir de l'eau froide. Et quand on distille en période relativement chaude, quand on a des mois d'octobre pendant lesquels il fait encore 25 degrés, on a parfois un peu de mal à avoir de l'eau assez froide pour refroidir nos vapeurs. Donc on est toujours à trouver un compromis, un équilibre entre l'énergie, la qualité du produit, essayer d'avoir quelque chose d'homogène entre tout ça, quoi. On a abordé tout à l'heure ce côté un peu énergétique. Donc vous travaillez aussi, je crois, chacun de votre côté, sur comment réduire un petit peu votre impact ou comment réduire l'impact. On comprend bien que la distillation nécessite beaucoup d'énergie et qu'aujourd'hui c'est un vrai sujet d'actualité. Comment les filières réagissent ? Eh bien, à Armagnac, compte tenu du mode de distillation, en fait, on a un petit peu deux types de solutions. D'une part, on essaie d'améliorer les équipements actuels, c'est-à-dire que on cherche à travailler sur l'isolation des chaudières, sur le changement des brûleurs. Mais d'autre part, sur le mode de distillation lui-même, en fait, on a un procédé qui est déjà très, très économe en énergie, compte tenu du fait qu'associé à cette colonne de distillation où le vin n'est distillé qu'une fois, finalement, il y a également à côté un chauffe-vin qui va préchauffer le vin. Et ce préchauffage du vin, il se fait grâce à l'énergie de la distillation, puisque ce sont les vapeurs d'alcool produites par la colonne qui sont condensées et refroidies par le vin. De ce fait, le vin va gagner de la température, il va passer de 10 degrés à 80 degrés, juste par l'effet de l'échange thermique avec les vapeurs qui se condensent. Donc c'est ce qu'on appelle un procédé thermiquement intégré, et ça permet effectivement d'avoir une économie d'énergie de 40% par rapport à un procédé où le vin ne serait pas réchauffé par les vapeurs. Ouais. Voilà. D'accord. Donc ça, c'est particulièrement intéressant. Deuxième option également, qui est une option historique, c'est qu'on distille au moins 20% de la production grâce à l'énergie bois, qui est un procédé traditionnel de distillation, mais qui est, ma foi, très, très utile et très important aujourd'hui. Donc, ça permet également de faire, pas forcément des économies d'énergie, mais d'avoir un impact carbone moins important. Voilà. En cognac, comment vous... Alors, en cognac, effectivement, on a également des initiatives, j'ai envie de dire, des initiatives privées à l'échelle du producteur. Ça peut être tout simplement de préchauffer les vins. On n'a pas cet avantage de la colonne qui permet de préchauffer les vins en même temps qu'on refroidit le distillat, comme la filière de l'Armagnac peut l'avoir. Donc il y a des études sur le préchauffage des vins, c'est quelque chose qui se répand. Il y a des équipements aussi, des échangeurs thermiques qui permettent de démocratiser, on va dire, cette pratique. Ça veut dire que ça nécessite de modifier l'architecture de l'alambic ? Alors non, ces échangeurs ne sont pas liés à l'alambic, c'est un équipement additionnel, on va dire, qui vient à côté de l'alambic. Qui vient à côté au moment de la charge du vin dans l'alambic. Ça passe par un petit échangeur qui permet de préchauffer les vins. Vous gardez la forme traditionnelle des alambics. Tout à fait. Et globalement, sur les équipements, le renouvellement du parc d'alambic, des chaudières ou des alambics qui sont assez vieux, assez âgés, ça permet de changer l'isolation, de changer les brûleurs. Ça permet des gains énergétiques assez importants. Donc ça, c'est des initiatives, on va dire, personnelles. Et on a des projets un peu plus collectifs, des études qui sont menées au sein de la filière pour être plus économe en énergie, notamment des études sur la récupération de chaleur fatale, donc identifier quelles sont les pertes d'énergie et essayer de les recycler dans le process, donc le préchauffage en fait partie. Je me permets de vous interrompre, la chaleur fatale, est-ce que vous pouvez nous expliquer? Oui, tout à fait. Dans un processus industriel, la chaleur fatale, ça désigne la chaleur qui est perdue dans le process, mais de manière involontaire. C'est la chaleur qui est produite, typiquement votre voiture, elle produit la chaleur, c'est une chaleur fatale. Elle n'a aucune utilité pour... Elle n'a pas d'utilité pour faire avancer la voiture. Mmh. C'est pareil, on perd de la chaleur dans le process.
L'idée, c'est de la recycler et de la réintégrer dans le processus pour être énergétiquement plus vertueux. Et on a aussi des essais pour décarboner la distillation avec de l'hydrogène vert, du biogaz, voire des projets un peu plus innovants de chauffe à la vapeur. Donc là, on est plutôt sur des projets long terme. Ça impacte, ça touche au cahier des charges, donc ça nécessiterait éventuellement une évolution de nos pratiques. On est plus sur des projets en rupture et long terme. Mais bon, on y réfléchit petit à petit. Alors, ce qu'il est important de garder à l'esprit aussi, c'est que l'atténuation de notre impact environnemental, il passe par 2 aspects. Il y a les aspects économie d'énergie, comment rendre nos modèles de distillation plus sobres, et il y a également l'aspect décarbonation, comment émettre moins de carbone en distillation. Alors, le premier aspect, il permet d'atteindre le deuxième. C'est-à-dire que si vous faites des économies d'énergie de manière mécanique, j'ai envie de dire, vous allez émettre moins de carbone. En revanche, le deuxième aspect, on peut l'atteindre en tant que tel, c'est-à-dire que c'est possible de changer des sources d'énergie qui émettent moins de carbone. L'exemple assez simple, c'est de revenir aux sources d'énergie qu'on utilisait à l'époque, par exemple du bois. On a encore quelques distillateurs qui distillent au bois à Cognac. Je crois que c'est également le cas en Armagnac. Largement, oui, puisqu'on produit, comme je le disais tout à l'heure, 20% de l'Armagnac avec une énergie bois. Voilà, donc en Cognac, on n'est pas à ce point, c'est encore juste quelques irréductibles distillateurs. Mais voilà, changer de source d'énergie, c'est une manière assez simple pour décarboner. En revanche, on ne s'attaque pas à l'autre pilier, qui est réduire la consommation d'énergie. Et c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, ça peut passer par des solutions relativement simples, améliorer l'isolation de l'alambic ou préchauffer le vin, ou des solutions un petit peu plus complexes ou plus long terme, telles que récupérer la fameuse chaleur fatale. Et on essaye d'avoir des initiatives sur les 2 plans pour essayer d'offrir des solutions à l'ensemble des distillateurs. Et effectivement, sur ces derniers points, la difficulté lorsqu'on part sur des programmes de recherche comme ça pour essayer de trouver des méthodes qui permettent d'économiser l'énergie, c'est d'avoir des outils, des matériels qui soient adaptés à la taille de chaque distillerie. Parce qu'on travaille dans un univers artisanal, alors en partie en Armagnac et en Cognac également aussi. Et parfois, on peut mettre au point des méthodes industrielles qui sont excessivement performantes, mais qui ne sont pas du tout adaptées à l'univers artisanal de la production des boissons spiritueuses et à la petite taille des structures. Voilà. Donc, il faut mettre tout ça en perspective pour arriver à trouver des nouvelles solutions pour le futur. Très bien, donc si je comprends bien, quelle que soit la filière, Cognac ou Armagnac, vous êtes soumis au même défi, un double défi. C'est préserver la qualité et l'identité de vos produits AOC, et puis c'est de réduire l'empreinte carbone d'un processus de distillation qui est vraiment énergivore. Vous nous avez fait part de solutions, elles existent, une meilleure efficacité énergétique, une intégration des énergies renouvelables, et puis une réflexion collective sur l'évolution du cahier des charges pour apporter des réponses réglementaires. Voilà, notre repas se termine, il est même terminé. Nous avons balayé ensemble le monde du RMT Cadiferm et des boissons fermentées. Nous refermons cette première saison de Au Label Bulle avec ces informations sur la distillation et les boissons qui en sont issues. Si vous voulez prolonger l'épisode, retrouvez toutes les ressources et les liens utiles sur le site du RMT Cadiferm. Vous y trouverez aussi des webinaires que l'on a pu faire, notamment un sur la distillation qui vous donnera davantage d'informations sur les process mis en jeu. Et n'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous, avec vos collègues, vos amis, et pourquoi pas autour d'un bon verre, mais toujours avec modération bien sûr. Si vous souhaitez réécouter l'intégralité des épisodes de la saison 1 de Au Label Bulle, le podcast du RMT Cadiferm, n'hésitez pas à vous inscrire sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pourrez vous refaire le repas dans son entièreté, de l'amuse-bouche jusqu'au digestif. À bientôt. Petit rappel, dans le podcast Au Label Bulle, le RMT Cadiferm invite autour de la table des experts des boissons fermentées et distillées. Nous évoquons certaines boissons alcoolisées, mais en aucun cas nous incitons à la consommation de celles-ci. Bien entendu, la consommation d'alcool doit être modérée, car l'abus d'alcool est dangereux pour la santé.